Heureuse de vous savoir très nombreux devant vos postes téléviseurs. Je vous souhaite la bienvenue dans votre émission Vie associative. Comme vous le savez si bien, Vie associative est une émission à caractère social qui a pour but majeur de vous informer sur les différentes actions menées par les associations, fondations, mutuelles à caractère social. Alors, chers téléspectateurs, depuis un moment, vous avez suivi sur notre antenne une association, je dirais une groupement des associations Banakongo, qui d'ailleurs s'est fait remarquer par les différentes actions qu'elle a eu à mener. Et pour en parler, pour en savoir davantage sur ces différentes actions à caractère social, nous recevons sur ce plateau le coordonnateur de cette association, qui est donc monsieur Roch Akindou, que je dis d'abord bonsoir monsieur. Bonsoir. C'est un plaisir pour moi de vous recevoir sur ce plateau, monsieur Akindou. Alors, vous dirigez l'association, le regroupement des associations Banakongo. Alors, dites-nous en quelle année a été créée cette association et pourquoi vous l'avez mise en place. Bon, je suis le président exécutif du groupement de l'association Banakongo. Le groupement a été créé dans le début de cette année. Le groupement a été créé au début pour résoudre une question que notre président d'honneur, l'honorable Denis Christelle Sassou Nguesso, nous avait posée, qui était de savoir que font nos enfants une fois qu'ils sont rentrés des cours, une fois qu'ils sont à la maison. Et à cette question, on a répondu par rien, que les enfants, ils ne font rien. Pourquoi ils ne font rien? Parce que souvent même trouver un espace, une aire de jeu, un terrain, des toboggans, de simples jeux qu'on trouve ici et là, au Congo et à Brazzaville en particulier, on n'en trouve pas. Des bibliothèques, elles sont difficiles à trouver. Et encore, c'est encore pire quand on veut parler de salles de jeux modernes avec des jeux électroniques ou autres. Alors on s'est dit qu'il fallait faire quelque chose. Alors on a pensé créer ce qu'on appelle une maison des jeunes et de la culture, qui en fait est un lot de maisons 4 murs, un toit comme on les appelle, mais chacun doté d'un potentiel. Soit une bibliothèque, soit une salle informatique, soit une salle de jeux électroniques. Il y a même des jeux de notre culture à nous qu'on retrouvera dans cette maison. Nous sommes encore à l'étape de projet. Mais d'ici peu, nous pensons que nous rentrerons en chantier. Donc c'est dans le but de développer ce genre de maison qu'au départ, nous avons créé la maison, le groupement des associations Banakongo. Mais vu les besoins qu'il y a dans les écoles, les problèmes d'insalubrité liés aux toilettes qui sont d'une autre époque, les problèmes d'aire de jeu qui non seulement doivent servir pour que les jeunes puissent faire du sport, parce qu'ils ont des cours de sport, mais également pour que, après les cours, les enfants puissent revenir pour se perfectionner, parce que c'est le sport qu'ils auraient choisi. Donc on s'est dit qu'on pouvait aussi donner un coup de main là, en attendant de pouvoir nous lancer dans la construction de ces maisons des jeunes et de la culture. Monsieur Akindou, qu'est-ce qui justifie la présence du plateau de l'émission Vie associative dans cet établissement qui n'est autre que le collège Angola Libre, situé dans le 1er arrondissement? Bon, j'ai souhaité qu'on fasse l'émission ici parce que ce collège est à lui seul tout un symbole. Vous voyez, nous sommes venus dans cette école pour faire des toilettes modernes et améliorer l'aire de jeu, comme je l'ai dit, sur les buts que poursuit le groupement. Mais en venant le faire, la directrice de l'établissement nous a dit qu'avant que les enfants ne pensent à aller aux toilettes, c'est qu'ils sont en cours. Avant qu'ils aillent se récréer ou faire du sport, il faut qu'ils aient cours. Et dans cette école,
quand il pleut, les enfants n'ont pas cours. Et on sait que dans notre pays, il pleut quasiment toute l'année scolaire. Les enfants devaient s'abriter parce que les toitures étaient vétustes, les charpentes étaient complètement abîmées. Dans les classes, il n'y avait même plus de béton de sol. Et les bancs, vous voyez derrière, nous sommes en train de réhabiliter les bancs au fur et à mesure du mieux qu'on peut. On a quasiment réflexionné du premier banc jusqu'à ceux que vous voyez en ce moment. Donc on s'est dit qu'avant de faire ces aires de jeu, il fallait plutôt penser à leur donner un coup de main. Bon, on parle beaucoup de réhabilitation, c'est une réhabilitation, c'est vrai. Mais pour nous, il fallait, on appelle ça un coup de main. On donne un coup de main au collège parce que nous pensons que les réhabilitations sont du domaine de l'État, c'est à l'État de s'en occuper. Avec toutes les difficultés que nous avons en ce moment, avec la crise qui nous fera passer sévèrement, la société civile peut donner un coup de main à l'État et au gouvernement. Alors pourquoi vous avez porté votre choix sur cette école qui n'est autre que l'école Angola Libre, située dans le premier arrondissement Makele-Kele? Pourtant, il y a plusieurs écoles qui sont dans le même état de délabrement. Oui, en fait, nous, en venant, on avait ciblé l'aire de jeu qui est ici. C'est une très grande aire. Il y a un terrain de foot, il y a des terrains de volley, de basket et autres. Handball à réhabiliter, enfin, à moderniser plutôt. Bon. Nous sommes venus parce que l'aire peut rassembler un nombre important de jeunes. C'est pour ça que nous sommes venus. Et nous sommes tombés sur une école qui était vraiment très abîmée. Et bon, c'est vrai qu'il y a beaucoup de boulot ici, mais on ne compte pas notre effort. On s'est dit on va donner un coup de main. Nous sommes venus parce que le terrain nous avait attirés et on a rencontré des problèmes. On n'allait pas tourner le dos aux problèmes. Alors, lorsque vous êtes arrivé, vous avez constaté qu'il y avait des salles de classe qui n'avaient pas de toiture. Hormis cela, quels sont les constats que vous avez eu à faire, d'autres constats? Bon, quand nous sommes arrivés, il y a des tôles qui étaient abîmées. Du coup, toutes les charpentes avaient de la moisissure, elles n'étaient plus solides. Donc, on ne pouvait pas réhabiliter certains bâtiments sans refaire totalement la charpente. La majorité des classes que vous voyez là, les trois bâtiments-là, n'avaient aucun béton de propreté dans les classes. Les bancs étaient dans le sable. Donc, nous avons aussi trouvé des portes qui parfois étaient plus assez solides pour protéger d'éventuels actes de vandalisme. Donc, on a quasiment refait tous ces trois bâtiments. Maintenant, pour le bâtiment à étage, les gros problèmes sont au niveau de l'étage. Parce qu'au rez-de-chaussée, comme il y a une dalle, les classes étaient assez bien protégées. Bon, il y a les enfants qui taguaient énormément, donc qui griffonnent leur nom sur les murs. Sinon, la majorité des classes des bâtiments avaient les mêmes problèmes. Charpente, toiture, les bétons de sol, et bien sûr, certains n'étaient même pas peints. On s'est dit que bon, tant qu'à faire, il fallait faire bien et on a tenu à le faire. Comme vous le voyez là, on aurait pu faire mieux. Et c'est une question de moyens, on fait avec les moyens que nous avons. Alors d'où proviennent les fonds de financement de ces travaux? Bon, les travaux que nous faisons proviennent d'abord du potentiel qu'a notre président d'honneur. Il faut qu'on se le dise. C'est un monsieur, il est député, il est président de la Fondation Perspective d'Avenir. Et à ce chef, il travaille avec énormément de chefs d'entreprise qui nous posons des problèmes de matériaux. Quand nos matériaux nous sont livrés pour certains en nature, parfois nous avons les financements et nous achetons nous-mêmes le matériel. Mais pour la plupart du temps, nous demandons des matériaux qu'on nous livre ou que nous récupérons dans certaines quincailleries ou chez certains fabricants de la place pour pouvoir travailler. Notre préoccupation, c'est d'abord d'avoir du matériel. Et vous savez, nous travaillons énormément avec des associations qui certaines nous fournissent certains ouvriers. En tout cas, en main d'œuvre, nous payons quasiment rien.
parce que nous présentons le projet comme étant un projet pour nos enfants et nous demandons à ceux qui nous suivent de comprendre que nous ne pouvons leur payer que le strict minimum. Et nous travaillons beaucoup plus avec des ouvriers qui sont en attente de contrats. Du coup, ils ont du temps libre et ils acceptent de nous aider. Donc si je comprends bien, toutes ces personnes qui travaillent ici, ils font du bénévolat. C'est du quasi bénévolat, on va dire, parce que si vous voyez un bâtiment comme celui-là, la réhabilitation, en dehors des manœuvres qui pointent, nous a coûté que 1 million de CFA. C'est le montant qui a été payé au maître maçon qui s'est occupé de sécuriser le bâtiment parce que, vous voyez, c'est un bâtiment de près de 50 mètres, il n'y avait même pas de poteaux. Sur ce bâtiment de 50 mètres, il n'y avait que 4 poteaux. Nous en avons créé une dizaine. Il a fallu changer la charpente. Ce sont eux qui l'ont fait. Il a fallu créer des fenêtres parce qu'il n'y avait pas assez de lumière dans les classes. On a créé les fenêtres parce qu'avant il n'y avait que des claustras. Et donc celui qui conduit les travaux, il est là, M. Gabi, vous pourrez lui poser la question. Sur ce bâtiment de 50 mètres, nous lui payons 1 million. Mais nous avons des pointeurs, ceux qui font les enduits, ceux qui ont aidé à monter la charpente. Et bon, ce sont des personnes qui pointent, certains sont des manœuvres, d'autres des ouvriers qualifiés. Voilà comment nous travaillons. Alors nous sommes en train de voir aussi derrière nous, il y a des bancs qui sont en train d'être nettoyés. Je ne comprends pas si ils sont en train de nettoyer ou encore de... On les pense. Vous les Ils sont en train d'être poncés. Poncés, d'accord, c'est le mot approprié. Alors je vois aussi il y a une grande différence entre certains bancs. J'ai comme l'impression qu'il y a des nouveaux bancs. Qu'est-ce qui se passe? Non, en fait, voilà, quand on est venu, on a trouvé beaucoup de bancs abîmés. La majorité était abîmée. Qu'est-ce qu'on a fait? On a d'abord sécurisé les bancs qui avaient le moins de problèmes. Ensuite, on est passé aux bancs qui nécessitaient de quelques rajouts par rapport aux débris de bancs qui étaient sur place. Et ensuite, vous voyez, il y a des bancs qui ont des plateaux plus clairs. La zone, vu qu'on ne s'assoit pas sur la table, c'est pas fait pour ça. On pouvait utiliser du bois blanc qui est moins cher que le bois rouge. Donc on a pris du bois blanc pour faire des plateaux. Grâce à ces bois blancs, on a pu recréer près de 180 bancs supplémentaires en utilisant les débris qui étaient stockés dans les magasins ici au collège. C'est pour ça que vous voyez que les bancs sont différents. Mais pour les uniformiser, on a prévu donc de poncer et faire une couche de vernis teinté afin que les bancs aient à peu près la même couleur. Bon, ce ne sera pas totalement pareil, mais on va se rapprocher le plus. Parce que notre but ici, ce n'est pas de... On n'est pas venu ici pour... On était venu faire des toilettes, donc on avait des budgets bien précis. Il nous a fallu voir est-ce qu'il est possible, avec les budgets que nous avions, pour faire l'aire de jeu et les toilettes, de réhabiliter l'école en modifiant que ce qui était nécessaire. C'est ce que j'ai dit aux inspecteurs du ministère qui sont passés ici. Quand il a fallu changer la charpente, on l'a changé. Mais dans ces charpentes, vous avez des bastingues, des chevrons qui sont de l'ancienne toiture. Parce qu'on n'a pas tout changé. On a changé ce qui était abîmé. Donc quand on a sur un basting de 6 mètres, quand on a 3 mètres qui n'est pas abîmé, on les conserve. On ne les jette pas. Donc ici, on a changé que ce qui devait être changé. Tout le reste a été gardé, sauf que vous ne le voyez pas. Alors, chers téléspectateurs, nous allons marquer une pause. Il faut lier l'image à ce que nous avons dit ici. Donc, je vous propose de suivre ce reportage dans notre rubrique qui s'intitule Regard sur. Et moi, je vous retrouve juste après.
nous étions venus ici pour aider à faire des toilettes modernes, des toilettes des temps que nous vivons, pas des toilettes d'une autre époque, et aussi aider à faire une meilleure aire de jeu ici sur la zone sportive du collège. La directrice nous a, on va dire, traîné jusqu'ici pour nous demander de voir ce qui se passait parce que quand il pleut ici, il n'y a pas cours, les bancs, il n'y en a quasiment pas. Les enfants s'asseyent sur des bouts de bois et certains même s'asseyent à même le sol. C'est quelque chose qu'on ne pouvait pas laisser passer dans la mesure où on était venu aider pour faire des toilettes modernes et une aire sportive. On a juste converti ce que nous étions venus faire pour permettre aux classes d'avoir le minimum vital. On ne veut pas commencer des choses qu'on ne finit pas. Donc on va se lancer dans les toilettes déjà, ça a déjà commencé. Je crois que vous avez dû... Le message qu'on va dire à nos enfants, parce qu'aujourd'hui les parents c'est nous, c'est qu'ils doivent respecter l'outil qu'ils trouvent. Parce que c'est un outil qu'eux ils utilisent, mais que d'autres, leurs petits frères, viendront utiliser après eux. Donc s'ils peuvent garder l'outil dans un état correct, ne pas taguer les murs à tout va, ne pas taper sur les bancs, qu'ils s'asseyent, qu'ils fassent court et qu'ils sortent. C'est tout, c'est le seul moyen de nous dire merci. Et il faut quand même dire que notre président d'honneur, l'honorable Denis Christelle Sassou Nguesso, il est à fond derrière ces projets. De retour dans votre émission, chers téléspectateurs, là vous venez de suivre ce reportage qui décrit d'ailleurs cette école, comment est-ce que les travaux s'effectuent ici, et vous avez aussi suivi l'interview de la directrice générale de cette école. Et Monsieur Akindou, nous avons suivi, les téléspectateurs ont suivi. Alors qu'attendez-vous en retour lorsque vous faites tout ceci? Nous sommes venus ici pour faire l'aire de jeu. Notre plaisir, c'est de voir tous ces jeunes, au lieu de s'adonner à des actes de vandalisme parce qu'ils grandissent avec certains stéréotypes de notre société qui ne sont pas à suivre. D'autres satisfaction, c'est de les voir pratiquer du sport, aller dans les bibliothèques, s'instruire, se développer, créer des start-up, n'importe quoi, comme ça se passe dans d'autres pays. Si on voit ces jeunes envahir les terrains, ce serait pour nous déjà une grande satisfaction. Mais ici, on caresse le doux rêve de voir que de plus en plus de parents reviennent à l'école publique. Parce que ici, c'est l'école de la République. Ce n'est pas une école où on vient parler de religion, on vient parler de ce que on sait et où les professeurs sont formés. Ouais. Il y a une grande cour, c'est vrai, les toilettes laissent à désirer, c'est pour ça que nous voulons faire des toilettes de qualité, parce qu'une jeune fille, quand elle est au collège, elle a quasiment les mêmes besoins qu'une maman. Alors comment elle part aux toilettes quand elle a ses menstrues? Comment elle part si les toilettes ne sont même pas fréquentables? Les risques des microbes, vous voyez. Donc il faut qu'on modernise l'école, mais il faut aussi que l'école soit protégée. Nous militons auprès de la police pour qu'il y ait même un petit coin où le soir, les policiers, certains policiers peuvent s'asseoir et protéger l'école des actes de vandalisme. J'ai visité énormément d'écoles et il y a beaucoup de problèmes. Nous essayons d'apporter un plus. Nous essayons de donner notre vision des choses, mais cela passe par mettre la main à la pâte. Et il faut faire les choses, montrer comment on les perçoit. Bon, c'est un peu ici une aubaine, on était venu faire autre chose. On se retrouve en train de réhabiliter des classes, mais on aurait aimé faire mieux que ce que nous faisons. Mais bon, nos budgets étant très limités, on fait avec ce qu'on a. Alors vous n'êtes pas la première école, vous êtes passé par le lycée technique. Là-bas, vous avez mis en place un terrain de jeu multi-sport, je dirais. Oui. Et vous avez réhabilité les toilettes, les sanitaires. Nous avons construit des toilettes. Construit, vous avez construit. Et vous avez mis en place des toilettes modernes à la jeunesse, ou je dirais aux élèves qui y vont. Alors, est-ce que
cela va s'arrêter ou vous avez d'autres écoles en vue que vous allez réhabiliter, que vous allez mettre en place des aires de jeu? Oui, bon, on essaye d'en faire. Là, on est à Makelekele, on était au lycée technique Seba Congo. On est en train de se battre pour en finir un à la grande école de Poto et des toilettes également. Et on espère aller après à Talangaï, à Ngamakoso, à Wenze, un peu partout. Mais on ne peut pas dire qu'on va le faire partout. On n'a pas cette prétention-là. On espère en faire. Si les gens peuvent toucher les arrondissements, ce serait déjà une grande victoire. Mais nous, ce qu'on veut surtout, c'est montrer le chemin, c'est montrer une direction. Dire au gouvernement qu'on ne peut plus faire les toilettes comme on le faisait par le passé. Ce n'est pas compliqué à réaliser, ça ne coûte pas cher. Pour un État comme le nôtre, ce n'est pas cher. Mais il faut peut-être changer la manière, le mode d'attribution de ces ouvrages et la façon de faire. Parce qu'on a fait d'une certaine façon pendant plusieurs années. C'était peut-être bien au départ, mais par les temps que nous vivons, il faut peut-être améliorer, réformer, comme l'a dit le chef de l'État. Il faut réformer et puis avancer. Vous savez, dans tous les pays, il y a des problèmes, il n'y a pas qu'au Congo. Mais si le gouvernement se bat et que la société civile apporte un plus, je pense qu'on pourra arriver à quelque chose de bien. Mais il faut déjà, ce qu'on réalise, ne pas le gaspiller, ne pas casser ce que nous réalisons, pour que la prochaine association qui viendra ici puisse apporter autre chose, peut-être des carrés fleuris, des bancs pour les élèves, que quand ils sortent des cours, qu'ils puissent s'asseoir sous un arbre, quelque chose. Non, nous n'avons pas d'attente particulière. Nous avons une conception de nos écoles et de ce que peuvent faire nos enfants après qu'ils aient fini leur cours, donc après qu'ils soient rentrés chez eux, une fois qu'ils ont fait leurs devoirs. Il faut que les enfants puissent se distraire, puissent aller dans des bibliothèques, se distraire dans les salles de jeu, aller dans les salles informatiques pour naviguer. Nous militons également pour que l'État puisse, comme on donne la gratuité de l'eau et du courant dans les écoles, qu'il y ait la gratuité de la fibre optique, de l'Internet, dans les écoles. Il faut rendre l'école attractive. Il faut que l'école de demain, surtout l'école de la République, l'école laïque, il faut qu'elle ait quelque chose à donner. Aujourd'hui, tous les enfants ont des smartphones. Si vous prenez un enfant aujourd'hui, le smartphone, avec la Chine qui nous fournit dans les nouvelles technologies, nous avons des téléphones aujourd'hui à des prix raisonnables qui sont des smartphones. Et ces enfants, ils ne peuvent pas toujours payer des recharges comme leurs parents. Mais s'ils viennent à l'école et qu'ils trouvent un Wi-Fi à la récréation ou avant les cours ou juste après les cours, ça peut rendre l'école un peu plus attractive. Il y a d'autres pistes, il n'y a pas que ça. Mais je pense que l'Internet est un point important du développement de demain et aussi pour capter l'attention de nos enfants. Et cela, je pense qu'on va finir par éradiquer le phénomène bébé noir qui sévit dans notre pays. Bah oui, c'est un gros phénomène. Le problème des bébés noirs, c'est d'abord un problème de banditisme, c'est le problème de la police. Mais c'est vrai que si les enfants, très tôt, ont des hobbies, des choses qui captent leur attention, comme le sport, la lecture ou autre, il y a même les salles de jeu, pourquoi pas. Ça évitera peut-être de voir ce genre de comportement se perpétuer dans le futur. Oui, mais éradiquer juste par ça, non. Il faut que la loi passe par là, il faut que la police fasse son travail. Exactement. Alors, nous sommes sur un terrain, vous allez nous en parler. Est-ce que c'est le même terrain que nous avons vu au lycée technique, que vous allez mettre en place ici? Non, là nous sommes sur la place du drapeau. Ah, d'accord. Ici, c'est la place du drapeau. Hier, quand nous allions à l'école, les cours commençaient par la levée du drapeau. Et on chantait l'hymne national et ensuite toutes les annonces que devait faire
le directeur de l'école, était fait aux mains. Aujourd'hui, je ne sais pas si ça s'est encore perpétué. Bon, certaines écoles le font le lundi et peut-être le vendredi. C'est déjà ça. Mais on s'est dit que c'est un symbole important pour une école de la République. Il faut qu'il y ait la place du drapeau et qu'on monte les couleurs afin que les enfants puissent comprendre qu'ils ne sont pas ici par hasard. Ils sont ici pour étudier et pour être demain l'élite de notre République. Et que eux également demain aident le gouvernement à aller de l'avant. Il faut former nos enfants, mais il faut leur dire que l'État s'engage pour eux, l'État met des moyens pour eux. Et le symbole de notre pays, c'est le drapeau. Donc ça commence par là. Alors, dans d'autres établissements, on constate que ça ne prend pas suffisamment de place comme ici. Nous le voyons ici, c'est grand, ça a pris plus de place. Pourquoi? Est-ce que c'est de l'innovation que vous apportez ou parce que vous avez pensé que ça prenne suffisamment? Parce que c'est pratiquement toute la cour. Hein, Oh, vous savez, quand on a fini de monter le drapeau, les enfants peuvent marcher dessus, ils peuvent s'y asseoir. Ce n'est pas obligatoire, ce n'est pas interdit qu'ils l'utilisent. Donc ça ne diminue pas la cour, au contraire, on améliore la cour avec une infrastructure qui va être coulée en béton et où les enfants pourront s'asseoir sur les bordures comme sur un banc. Mais surtout, on l'a mis en hauteur pour que le directeur de l'établissement ou les personnes qui ont des communications à effectuer puissent dominer les élèves qui seront tout autour de ce carré ou rectangle pour écouter ce que les dirigeants d'école ont à leur dire. Alors, est-ce qu'il y aura un suivi qui se fera après la finalisation de ces travaux? Bon, nous pensons que le ministère fait un gros boulot. Ils n'ont pas toujours tous les moyens dont ils ont besoin. Donc ce travail, je pense qu'ils le font bien. Il y a des inspecteurs qui nous ont collés ici au train parce qu'ils voulaient s'assurer que nous respectons les normes. Et bon, d'ailleurs, le tableau que nous avons remarqué, vous avez peint en vert. La nouvelle norme, c'est qu'il faut 2 tableaux, un pour les croquis ou pour les exercices qui doivent être posés et un où le prof passe le cours. Comme nous réhabilitions l'école, on s'est dit pourquoi s'arrêter en si blanchiment, on n'a qu'à leur faire les 2 tableaux. C'est pour ça que vous voyez qu'il y a les 2 tableaux. Et maintenant, la couleur retenue au Congo, c'est la couleur verte. Alors, nous tombons lentement mais sûrement vers la fin de cette émission. Monsieur Akindu, on le sait aujourd'hui dans notre pays, il y a plusieurs acteurs sociaux, d'ailleurs qui mènent des activités à caractère social. Mais lors des législatives, nous avons constaté que ces mêmes présidents des associations, encore je dirais des dirigeants de ces associations, se sont lancés dans la politique. Est-ce que vous envisagez faire de la politique un jour, abandonner tout ce que vous faites aujourd'hui? Vous savez, j'ai commencé à travailler dans mon quartier à Poto-Poto, autour de ma maison, pour donner un coup de main. Et j'aurais pu être candidat à la législative, je ne l'ai pas fait. Et je suis tout le temps avec les jeunes du quartier, en train de travailler. Donc, je ne pense pas que l'engagement nécessite plutôt de facto un positionnement politique. Si j'arrive en politique, c'est qu'un besoin se serait exprimé. Sinon, non, je me sens très bien à travailler comme ça, rendre service. Je suis chef d'entreprise avant d'être président du groupement d'association Bana Congo. Je travaille énormément déjà pour mon entreprise. Et à un moment donné, j'aurai 50 ans dans un an. Il faut penser à donner un peu de ce que le gouvernement, ce que l'État nous a donné. Parce que moi, j'ai fait l'école publique. J'étais à l'école de la Poste, j'ai fait le 8 février, le lycée technique et l'université Marien Wabi avant d'aller à l'étranger et finir mes études. Mais non, je pense que si chacun de nous peut donner un peu pour les jeunes ou pour les problèmes qu'il y a autour de soi, un peu de son temps ou de ses moyens, je pense qu'on ira un peu plus. Ça, on a fait l'opération Brazza propre il n'y a pas si longtemps que ça, pour aider à nettoyer, curer les caniveaux, nettoyer des zones qui étaient un peu à l'abandon. On l'a fait dans tout Brazzaville. Mais vous savez,
Si quelqu'un peut emmener une pelle qu'il va ramener chez lui après, il rend service. Si quelqu'un ne peut pas, mais il a la force pour taper quelques coups de pelle dans le caniveau pour nettoyer, il rend service. Rendre service, ce n'est pas seulement sortir de gros moyens pour faire l'entrepreneur d'État. Non, c'est pas ça. Rendre service, ça commence par la chose la plus simple, donner un coup de main. Si vous voyez des gens qui curent les caniveaux, vous avez du temps, vous n'êtes pas malade, vous pouvez rendre service sans que cela ne vous cause préjudice, vous rendez service. Moi, je le fais depuis très longtemps. Je ne pense pas que ce soit une obligation de passer à la politique. Peut-être que ça viendra. Sait-on jamais. Alors, Monsieur Akindou, votre dernier mot par rapport à... Mais d'abord, avant de passer au dernier mot, j'aimerais que vous nous parliez un peu brièvement du terrain qu'on a visité. Le lycée technique commercial n'avait pas assez d'espace pour qu'on fasse un terrain de basket, un terrain de tennis, un terrain de volley, un terrain de handball. Et aujourd'hui en Europe, il y a ce qu'on appelle des terrains multisports. Parfois vous trouvez juste basket, tennis, parfois c'est volley, tennis, parfois c'est comme un terrain de foot de salle avec un complément basket. C'est juste pour permettre aux jeunes qui sont tout autour de choisir parmi les différents sports ce qui les agrée et leur permet de passer un moment entre eux plutôt que d'aller se battre ou de faire les koulouna. Voilà, donc c'est un terrain qui est un peu futuriste pour nous, mais qui ailleurs, c'est quelque chose de tout simple, qui est très connu. Donc on essaie de faire dans un espace réduit un maximum de sport possible. Après, il n'y a plus qu'à mettre en place des emplois du temps. Ceux du basket peuvent jouer de telle heure à telle heure et d'autres pour le hand un peu plus tard. Et on met des projecteurs sur ces terrains pour être sûr que, comme il y a des cours en journée, donc les sportifs ne peuvent pas commencer du matin au soir. Souvent, ils commencent en fin d'après-midi et ils peuvent continuer à jouer dans la soirée. Monsieur Akindou, votre dernier mot par rapport à l'émission de Georges. Il faut d'abord que vous puissiez comprendre qu'au Congo, il y a beaucoup de gens qui parlent, il y a très peu qui font des choses. Beaucoup ont les moyens de faire, mais ne font rien. Et je pense que l'honorable Denis Christelle Sassou Nguesso, en nous demandant de réfléchir à ces questions-là, parce qu'il fallait bien que les jeunes puissent faire quelque chose, nous a permis de faire ce qu'on avait déjà commencé à faire dans nos quartiers. Donner un coup de main. Mais il allait au-delà parce qu'il a dit que pour que les gens comprennent de quoi nous parlons, il fallait joindre le geste à la parole. Raison pour laquelle, vous voyez, on a dit qu'il était possible de faire des toilettes pas chères. On les a conçues. Vous savez, ces toilettes que nous construisons ici derrière, nous avons monté les plans, mais nous les avons emmenés à la direction de la planification du ministère de l'Enseignement, qui, eux, les ont vus, les ont amendés. Ils ont été modifiés et nous sommes arrivés à la monture que vous allez voir ici. Donc, nous en faisons quelques-uns pour montrer une direction. Mais nous ne prétendons pas que nous sommes capables de nous substituer à l'État. Non, nous en faisons quelques-uns parce que nos donateurs, bon, ils suivent le président d'honneur, oui, mais ils ne vont pas le suivre éternellement. Donc nous en ferons quelques-uns pour montrer le chemin, pour dire que c'est possible, parce que ces travaux que nous faisons, ils peuvent les expertiser pour savoir combien de briques nous avons utilisées, combien de tuyaux, les fosses, septiques et autres. Parce qu'on ne peut plus concevoir avoir un pays où quelqu'un vient faire un don. Parfois des ambassades de très grands pays font des dons de toilettes où les enfants ne peuvent même pas rentrer. Voilà qui m'a fait à cette émission, chers téléspectateurs. Je remercie Aude Varès Dabira qui était à la caméra. Quant à moi, je vous retrouve le mercredi prochain avec le même sourire. Portez-vous bien. Au revoir.